ça va? Est-ce que c'est en tant que femme ou est-ce que c'est en tant que moi? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? La relation homme-femme, avec mon mari. Est-ce qu'il y a un truc encore aujourd'hui en tant qu'homme dont tu te sens empêché? De ce congé paternité dépend tellement de choses. Marrant comment vous enlevez votre pull, vous les hommes. Sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes-femmes, des questions d'identité, de genre, de polarité masculine et féminine. Parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires. Tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel. Soyez les bienvenus sur mon podcast, Sur l'oreiller. Bonjour Ruben. Bonjour Caroline. Tiens, tu vois, je t'ai jamais posé la question. Quelle est l'origine de ton prénom? Ah, c'est une expression qui veut dire « c'est un fils ». C'est le seul point sur lequel mes parents ne se sont pas trompés à mon sujet. Et en quel dialecte, langue? En hébreu, à la base, c'est un prénom de l'Antiquité. Et il a été souvent utilisé en Espagne et en Amérique du Sud parce que c'est un prénom biblique. D'accord. Et s'ils avaient eu une fille, tes parents, ils l'auraient appelée « c'est une fille », ça marche aussi ou pas? Non, ils l'auraient appelée Kenza. C'est vrai? Ouais. Qui veut dire? J'ai pas la définition. C'est marrant. Mais mes parents m'ont dit, ouais. C'est drôle. Et donc tu disais que tes parents, oui, c'est le seul choix qu'ils ont fait qui était bien? Non, ils en ont fait d'autres, c'est sûr. Mais c'était un nom qui me va bien, parce qu'il est assez rare. Il n'y en a pas beaucoup depuis 1900. Il y en a une centaine des Ruben qui sont nés en France. Mm-hmm. Et puis c'est un prénom assez joli qui passe bien, dans lequel je me sens à l'aise. Voilà. Qui sonne bien. C'est vrai que c'est un peu chantant, oui. Ruben. Alors, je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur l'oreiller. Merci à toi. Des confidences sans chichi pompon. Pour toi, Ruben, qu'est-ce que tu ressens si je te dis l'expression, comment te ressens-tu en tant qu'homme? Il y a plusieurs facettes. Enfin, il y a plusieurs époques de ma vie avec des émotions différentes. Quand j'étais enfant, je faisais pas trop la différence entre les hommes et les femmes puisque je pensais qu'on pouvait avoir des enfants nous aussi. Aimerait bien nous. Ouais. Moi aussi, j'aurais bien aimé. J'ai pleuré toute une journée quand j'ai su que je pourrais pas être enceinte étant petit. Tu l'as su à quel âge? 6 ans. Tu t'en souviens? Ah oui. Ah ouais. Je m'en rappelle très bien et j'ai mis du temps à me faire à cette idée de ne pas pouvoir être enceinte. C'était un truc, je me disais, quand je serai plus grand, ce sera un de mes plaisirs. Donc voilà, quand j'étais enfant, je faisais pas trop la différence entre les hommes et les femmes. Et puis en grandissant, l'image masculine était assez négative, voire violente. Donc cette part-là, je l'ai complètement mise de côté, voire enfermée à double tour. Et puis en grandissant, c'est une femme qui m'a permis d'apprivoiser cette part-là et de la voir sous un angle qui peut être positif quand il est bien vécu et dans un joli échange avec l'autre. Donc tu as plutôt été accompagné dans ton éducation, dans ton enfance et adolescence par des femmes, alors par ta mère en l'occurrence, par d'autres femmes aussi? Oui, toute mon enfance je l'ai passée avec des femmes. En grandissant aussi, j'ai passé beaucoup de temps dans des groupes de femmes et c'est une femme qui m'a permis d'accoucher de ma masculinité, si on peut dire ça comme ça. Et c'est drôle parce que je pense qu'on a vraiment besoin de l'autre genre ou de l'autre sexe pour accoucher de cette part de nous qu'on a besoin de découvrir et d'explorer. Le fait d'être confronté à l'identité autre et le genre autre qui te permettent de définir toi, l'altérité, quoi. Et donc, quelle image était colportée à l'époque autour de toi
par la figure essentiellement de ton papa ou d'autres hommes, tu nous préciseras peut-être. Quelles images tu avais ? Une image très agressive qui fait du mal aux femmes, déjà, en tout cas à celles qui étaient autour de moi. Donc physiquement, verbalement ? Plutôt émotionnellement. Émotionnellement. Ouais. Elles étaient souvent, elles parlaient. Enfin, je les entendais parler quand elles étaient à la maison ou ailleurs. Je les entendais parler de leur souffrance, de leur manque elles se sentaient pas prises en compte, pas écoutées, pas soutenues, voire maltraitées. Et c'est vraiment cette image-là que j'ai gardée en moi étant enfant, de l'homme qui ne fait pas du bien autour de lui, que ce soit sa compagne ou sa femme, et aussi ses enfants. Ça a été cette image-là qui s'est construite avec le temps. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Indépendamment du lien de ton père avec ta mère, quel était le lien que tu avais avec ton père ? Il y avait ce rôle-là où mon petit frère était plutôt plus proche de ma mère dans sa sensibilité, dans son univers, etc. Et moi, j'étais plutôt du côté de mon père. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que eux ont projeté ça sur nous. C'était pas du tout comme ça que nous, on se sentait. Mais c'est comme ça qu'eux ont projeté sur nous. Et il y avait cette forme de complicité que lui avait créée avec moi parce qu'il considérait que, étant l'aîné et étant, on va dire, dans un univers très, j'étais beaucoup dans la physique, dans l'électronique, dans des choses assez masculines finalement, en tout cas dans l'image qu'elles en avaient à l'époque. C'était cette complicité d'univers qu'on avait qui faisait qu'il était plus proche de moi que de mon frère. Mon frère en a d'ailleurs beaucoup souffert. Est-ce qu'il y avait une phrase qu'on te répétait souvent quand tu étais petit et qui t'a marqué, que ce soit de la part de ton père, ta mère ou de la communauté de femmes qui t'a accompagné ? J'écoutais énormément, je parlais très très peu. Je parlais pas en fait. J'ai commencé à parler, j'avais 15 ans. Donc on ne parlait pas beaucoup. Ah oui, du fait que tu parlais pas, on s'adressait très peu à toi. Et ben, il n'y avait même pas une phrase qui disait viens avec nous Ruben ou sois pas timide. Alors est-ce que tu as eu la fameuse phrase sois pas timide ? Non. Même pas ? Non, j'ai pas souvenir de ça. J'ai souvenir par contre j'avais envie de lire un texte vers 6-7 ans. Et il y avait du monde ce jour-là, beaucoup de monde dans la salle, et je monte sur le podium, et ma feuille tremblait tellement que je ne pouvais pas lire ce qui avait marqué. Et donc j'ai regardé mes parents et ma famille qui étaient au premier rang, et j'ai fait un nom de la tête et je suis redescendu. Les mots ne sortaient pas de ma voix, enfin de ma bouche à l'époque. C'est le seul... on va dire échec un peu violent que qui est très clair dans mon esprit aujourd'hui et qui date de cette période-là, mais j'ai pas souvenir de phrases qu'on m'ait répétées régulièrement. T'as pas eu sois fort ? Non, du tout. Donc t'as surtout, toi, été marqué dans cette période enfance-adolescence par cette communauté de femmes relativement unie et quelque part en contre vis-à-vis d'une souffrance venant des personnages hommes. Oui. Et de la part de ton père, c'était un lien de connivence assez explicite et très rationnel autour d'activités que tu nous as citées tout à l'heure. Oui, comme je n'allais pas à l'école, je faisais l'école à la maison quasiment jusqu'au bac, parce que j'ai fait seulement la première et la terminale, donc j'étais tout le temps à la maison. D'où ce choix ? De qui ce choix ? C'est un concours de circonstances. Ma mère a lu un livre quand elle était enceinte qui expliquait qu'on pouvait accélérer l'apprentissage de la lecture en marquant les mots sur les objets à la maison. Et donc, quand on a grandi avec mon frère, à l'âge de 3 ans, on savait lire couramment. Et donc, de 3 à 6 ans, on a commencé le programme scolaire de manière assez naturelle.
Et à 6 ans, quand on a été à l'école pour rentrer à l'école classique, mes parents ont demandé à ce qu'ils nous fassent faire un test pour qu'on puisse rentrer dans la bonne classe. Et ils ont refusé. De faire le test? Ouais. D'accord. Ils voulaient qu'on rentre, quel CP, que soit notre niveau au CP. Okay. Voilà. Et plutôt que de perdre 3 ans, ils se sont dit, comme en France, on a le droit de faire l'école à la maison, et on continue comme ça. Et donc, on a continué comme ça jusqu'au CM2. C'était mes parents qui me faisaient l'école le matin. Pour le coup, ton père et ta mère de façon équivalente? Ouais, quasiment. Enfin, jusqu'en CE2, c'était ma mère. Et CM1, CM2, c'était mon père. Et ensuite, en 6e, je me suis inscrit au CNED. J'avais toujours mes 3 ans d'avance. Et j'ai poursuivi au CNED en autonomie totale jusqu'à ma première, que j'ai redoublée dans un lycée. D'accord. Et comment as-tu pu lier des liens sociaux, puisqu'il te manquait donc la cour d'école? Alors, c'est un peu l'auberge espagnole à la maison depuis 2 ou 3 générations. D'accord. Qui avait du monde tout le temps, de toutes les cultures. Mes parents ont des amis au Moyen-Orient, en Afrique, aux États-Unis, un peu partout. Il y avait toujours du monde à la maison, avec souvent des amis qui avaient eux-mêmes des enfants. Donc on a toujours été super intégrés socialement. On avait des amis de toutes les langues, de toutes les cultures, toutes les couleurs. Et qui étaient hébergés chez toi à un certain moment, qui faisait que tu étais toujours entouré. Exactement. Passionnant. Enfance et adolescence, oui, effectivement atypique, on dirait. Et donc, ce que tu disais, c'est que le côté masculin et féminin, pendant très longtemps, tu faisais pas forcément la différence. Qu'ensuite, il y a eu cette phase où le masculin avait plutôt sur toi un effet d'aversion. Oui. Et ensuite, à quel moment tu t'es autorisé à aller rencontrer la part masculine, malgré tout, que tu avais en toi, même si tu en avais une image un petit peu négative? C'est grâce à une femme que j'ai découvert cette part-là. Parce qu'elle avait envie d'avoir un homme à ses côtés, en tout cas de pouvoir interchanger. Parce que dans notre relation, c'était vraiment très... c'était un peu comme une danse. C'est-à-dire qu'en fonction des moments, on était soit masculin, soit féminin dans notre relation. Et je crois que j'ai dû mettre 6 mois avant de l'embrasser, alors qu'on se voyait souvent. Mm-hmm. Et toi qui as fait le premier pas? Non, c'est elle. C'est elle. Elle sortait à ce moment-là je crois de la salle de bain, et elle m'a demandé si son dentifrice, l'odeur de son dentifrice me plaisait. Elle m'a dit approche-toi. La vieille technique. Et elle m'a embrassé. Ah, j'adore. C'est comme ça que ça s'est passé. C'était pas mon premier, c'était mon premier avec elle. Et on dormait ensemble, mais il se passait rien. On était vraiment dans une relation très sensuelle, très douce, mais pas du tout une relation de couple. Et j'attendais que ce soit elle qui vienne, parce que pour moi, il était hors de question que je risque de la forcer, parce que moi, dans mon esprit, l'homme forçait à cette époque-là. Mm-hmm. Donc j'attendais qu'elle vienne vers moi pour être sûr qu'elle ait vraiment envie d'un contact, de plus d'intimité, pour pouvoir ensuite, moi, exprimer mon désir. Donc c'était vraiment dans cette façon-là que c'était construit en moi. Donc le jour J, c'est encore elle qui a fait le premier pas? Oui, tout à fait. Ouais. Tu t'es senti libre avec elle de parler de ce qui t'avait marqué dans ton enfance, ton adolescence, et des conversations que vous avez pu avoir? Oui. Donc elle le savait que ce serait pas toi qui ferais le premier pas en l'occurrence? Je sais pas si elle le savait, mais elle... En tout cas, elle m'a laissé le temps J'aimais bien avoir le temps de s'apprivoiser. J'avais vécu une relation très très forte avant, de 5 ans, où on avait vraiment été dans une relation d'extrême douceur, délicatesse, mais il n'y avait pas du tout de relation sexuelle. Et donc... il n'y en a même pas eu vers la fin, dans cette première relation? Si, vers la fin. Mais pendant plusieurs années. 5 ans, oui. De mes 15 à 20 ans, quasiment. Et donc, tu étais en couple. Est-ce que vous disiez que vous étiez en couple? Oui. C'était perçu comment par l'extérieur? Ah, on était perçus comme un couple. Ensemble.
Ça a été accueilli comment par tes parents ? Très mal. Très mal ? Très très mal. Alors pourquoi ? Pour plein de raisons, parce que 12 ans de différence, ça perturbe. Donc, tu avais 15 ans, elle en avait 27. 27. La famille n'avait pas forcément la capacité d'accueillir cette différence-là. Et donc, ça a été d'ailleurs la cause de mon départ, parce que je suis parti à ce moment-là très, très jeune. Et, ah oui, tu es parti du foyer pour pouvoir profiter de cette relation sans être jugé. Exactement. De quoi ils avaient peur derrière l'âge ? Est-ce qu'ils ont réussi à vraiment mentionner ? Je pense que ça rebat tellement de symboles. Il y avait certainement aussi une forme de jalousie de la part de ma mère ou des personnes proches de moi à ce moment-là, parce que il y avait une différence d'âge avec elle qui était pas forcément très très importante. Là où nous on se retrouvait, ils pouvaient pas comprendre parce que j'avais passé 15 ans à écouter et à lire dans une bibliothèque, donc j'avais fait des voyages dans ma tête qui étaient vraiment... Enfin, j'étais un adulte déjà dans ma tête. Sur des sujets relationnels et très matures ? Tu lisais quoi ? J'avais 3 encyclopédies, Britannica, Universalis, j'avais de la psychologie, j'avais des livres sur toutes les cultures, toutes les religions. J'ai passé les 14 années, non pas les 14, les 12 années à partir du moment où j'ai commencé à lire, c'est-à-dire 3-4 ans, jusqu'à mes 15 ans, j'ai passé ma vie dans une bibliothèque. Oui, parce que finalement, le temps que tu passais pas forcément à l'école, puisque peut-être que ça prenait moins de temps d'avoir le temps à la maison, tu disais que c'était que le matin, oui. Donc l'après-midi, t'étais dans la bibliothèque. Roller et bibliothèque. Ah ouais. Ça n'a pas changé. Et donc ça t'a fait évidemment énormément évoluer. On sait très bien que la lecture, ça force et ça éveille la curiosité, le discernement, l'esprit critique et surtout l'imagination. Oui, une imagination de dingue. Donc toi, quand tu as rencontré cette femme de 27 ans, tu te sentais mature ? J'étais prêt. J'étais prêt à comprendre même ses fragilités, ses blessures, c'est des facettes de sa vie qui étaient même très complexes pour d'autres à comprendre, et même des personnes qui ont pu l'accompagner, parce que sa vie avait été un terrible cauchemar quand elle était enfant. Donc elle avait des mécanismes de protection psychique qui étaient très très puissants, et sans avoir fait forcément de psychologie ni quoi que ce soit, ça me semblait clair, et j'ai tout de suite compris. Enfin, il y avait pas de... J'avais pas l'impression d'être en terrain inconnu ou bizarre, même si effectivement la façon de se comporter, la façon d'interagir avec les adultes était différente des autres. C'était évident pour moi. Donc ce qui vous a réuni à ce moment-là, c'est ce point commun un peu négatif de l'image d'un masculin qui fait souffrir, puisque elle aussi, elle était dans ce parcours-là de vie. Oui, entre autres. Et puis beaucoup de discussions, on est passionnés tous les deux de l'humain et de comment l'humain fonctionne, dans sa façon de ressentir, dans sa façon de se protéger, dans la façon de gérer les peurs, dans la façon de se projeter. Tout ça, c'était des choses qui nous passionnaient, enfin qui nous passionnent encore aujourd'hui. Comment vous vous êtes rencontrés et comment la relation a été perçue par sa famille, son entourage de façon générale ? On s'est rencontrés parce que elle habitait dans le quartier. Ma mère la connaissait. Il y a eu des travaux dans son immeuble. Elle a dû déménager pendant quelques semaines. Et mes parents, toujours assez hospitaliers, lui ont proposé de venir à la maison. Et donc, on a habité ensemble pendant quelques semaines et on est tombés amoureux l'un de l'autre. La façon dont sa famille a reçu notre relation, elle avait pas vraiment de famille, en tout cas pas de famille proche sur Paris. Donc elle était assez libre de ce côté-là. Les amis, c'était un peu plus compliqué, mais c'était plus problématique de mon côté que du sien. Si je reprends le fil, oui. Tu as fini par choisir de partir de ton foyer pour pouvoir vivre cette relation sereinement à ses côtés. Et vous avez mis donc 5 ans à entrer dans une relation physique. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui l'a déclenché ?
au bout de tant d'années? Parce qu'on passe 5 ans à découvrir le corps de l'autre, à découvrir pour moi le corps féminin que je connaissais pas. Et il y a matière à découvrir. 5 ans, c'est pas trop long. Pour explorer le corps d'une femme. On va faire rêver beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Les hommes, vous êtes prêts? 5 ans pour découvrir un corps. Idem pour les femmes. Mais ça a été des sensations que vous avez développées. Enfin, c'est fou d'imaginer une relation platonique. Du coup, alors, Est-ce qu'on dit platonique? Il y avait des caresses, il y avait des baisers, il y avait énormément d'émotions, surtout beaucoup d'émotions. Et puis la compréhension de l'émotion de l'autre en fonction des gestes que l'on peut avoir et le développement de tout l'imaginaire qu'il y a autour. Et c'est 5 ans d'une intensité rare, bien plus intense finalement que quand physiquement on a pu vivre une relation complète. C'était ce qu'il n'y avait pas plus d'intensité dans l'acte. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé vers ce monde physique? Parce qu'au bout de 5 ans, on s'est apprivoisé, donc on se connaît et on s'explore de manière plus libre. Ça a cassé quelque chose? Ça a fait naître quelque chose? Comment ça s'est passé ensuite? Non, ça a pas changé. C'était une continuité naturelle et fluide. C'est quand on met autant de temps à découvrir le corps en plus de la personne qu'on aime, parce que c'est fait dans des sentiments, dans de l'écoute, dans du respect. Eh bien, il y a une grande place qui est donnée au ressenti, à l'imaginaire, à la compréhension du fonctionnement de l'autre. Et du tien, d'ailleurs. Et de découvrir son propre dans cette exploration-là. Quand tu touches, t'es touché aussi. Donc, oui. Et ça, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde parce que ça donne une telle richesse après dans la vie d'adulte que je peux avoir maintenant, où en fait j'ai bien autant de plaisir avant que pendant et après. Ah oui, dans le fameux scénario sexuel préliminaire, coït, éjaculation, c'est ça. Toi, là-dessus, tu penses que tu es sorti de ce script, manifestement, complètement. Clairement, en fait, c'est une danse à chaque fois et il n'y a pas de... Il n'y a pas de script. Il n'y a pas de scénario. Parce que tu aurais pu remplacer le script par un nouveau, que nous aurions découvert avec attention. Non, en vrai... C'est un nouveau script à chaque fois. C'est un nouveau script à chaque fois. En fonction de l'ambiance, en fonction de l'envie, en fonction de l'énergie du moment, de l'énergie de la sienne, celle de l'autre et de la façon dont elles se rencontrent. C'est une vraie danse à chaque fois et elle n'est pas répétitive. J'ai horreur des choses qui se ressemblent. La routine. Mais alors, je vais te faire réagir sur une réaction que j'ai eue il n'y a pas longtemps par Rodolphe. Et lui, il disait, et d'ailleurs, pendant l'interview, il s'en est rendu compte, qu'il se donnait quasiment seul la responsabilité de la jouissance de la femme, en disant moi j'aime tellement faire plaisir et je suis tellement axé là-dessus. Et alors il s'est repris quand je le questionnais un petit peu là-dessus, mais il disait c'est vrai que pour moi je considère ça comme un échec. Voilà. Et au début même il a dit blessure, je crois. Qu'est-ce que tu penses de ça et comment toi t'as dépassé ça en fait, ou est-ce que tu n'as jamais eu finalement à ressentir cette potentielle, alors je sais pas comment on peut dire, blessure ou réaction négative du fait de ne pas avoir fait jouir ta partenaire? En fait, si on se met la pression sur quelque chose, on y arrive moins bien. Si on laisse le corps fonctionner naturellement, le plaisir, il vient spontanément, en général. Si on le recherche pas, il vient. À partir du moment où on est attentif à l'autre et que c'est réciproque, le plaisir, il se déclenche de manière... il se déclenche en fait au bon moment. Donc, si on se met à le chercher et qu'on se met à se mettre une pression importante là-dessus, on n'écoute plus ce que l'autre vit. Et donc, on perd la connexion qu'on peut avoir comme quand on danse avec l'autre, par exemple.
et qui fait que y a un moment où il peut y avoir ce plaisir qui arrive ou pas, et s'il n'arrive pas, c'est pas grave non plus. Moi, c'est comme ça que je le vis aujourd'hui. Quand on le partage, mais je peux très bien moi m'en passer, et je le vis jamais seul. En tout cas, quand je le vis avec l'autre, c'est toujours à deux qu'on le vit, et c'est joli comme ça. Quand tu parles avec tes amis hommes et que tu tiens un discours potentiellement comme ça, comment s'est pris le fait, de dire parfois je fais pas jouir ma partenaire et c'est ok. Comment c'est pris quand tu dis moi ça fait 4 fois que je jouis pas sur un mois, je dis n'importe quoi et c'est ok. T'as des réactions là-dessus, vous en parlez? Parce que moi ce que j'entends c'est que j'ai l'impression, de par ton histoire et ton vécu, tu me dis si j'ai juste, que tu n'as pas eu à faire cette déconstruction. Non. Puisque c'est quand même, si je fais une forme de généralité, les garçons s'éduquent par la culture de la pornographie qui est orientée uniquement sur le résultat. Il n'y a pas un film porno où il n'y a pas d'éjaculation ou de jouissance, partagé ou pas d'ailleurs, puisque ça on n'a pas les détails. Donc toi tu n'as pas eu à déconstruire? Non, pas ça. Parce en que tout cas. tu l'as pas construit? Non. Ça veut dire que tu regardais pas de porno? Non. Et alors comment? Il y avait les pages du catalogue La Redoute, les fameuses rubrique maillot de bain, voilà. Les fameuses. Mais quand aujourd'hui, est-ce que ça t'est déjà arrivé du coup de te retrouver dans des situations avec des hommes ou même avec des femmes, parce que il y a des femmes chez qui aussi le script il est bien ancré, et c'est ok aussi, attention. Mais si du coup toi tu parles de ton multi-script, comment c'est accueilli par les autres et comment est-ce qu'il y a des fils à tirer? Tu sais, je parle souvent de la pelote de laine dans mon jingle. Toi, tu tirais quel fil? Est-ce que tu as envie de tirer un fil pour aider ces hommes et ces femmes? Aider. En fait... je reprends. Pour faire explorer autre chose aux hommes et aux femmes. Les émotions qu'on a, déjà, chaque émotion, elle est différente en fonction de la personne avec qui on est. Et les émotions, c'est un peu comme les ingrédients d'une recette. Ils vont mettre du temps à se mélanger. Et il faut plein de conditions pour ça. Il faut la bonne température, il faut la bonne coupe, il faut tourner au bon rythme, il faut des fois laisser reposer, il faut laisser remonter. Et si on ne se laisse pas le temps de découvrir tout ça ensemble et de se laisser porter par notre musique intérieure et par nos émotions, nos odeurs, la façon de poser la main sur le corps de l'autre, la façon de sentir s'il y a certaines parties du corps qui sont plus chaudes, plus froides, s'il y a un frisson qui se déclenche quand on passe à tel endroit, si tout ce que notre corps en plus mémorise dans toute notre histoire, quand on touche le corps de l'autre, c'est aussi toute son histoire qu'on parcourt en le touchant ou en la touchant. Et ça, c'est pas... il faut presque toute une vie pour découvrir ça, et encore, c'est pas suffisant. Donc, si on part bille en tête en se disant je connais pas la carte, mais moi j'arrive, et puis étape 1, étape 2, étape 3, et je sais même pas m'arrêter sur le bord de la route, apprécier un joli coucher de soleil, un joli paysage, on se gâche en fait énormément de plaisir, on passe à côté du vrai plaisir. Donc c'est se sortir de la fixette de la destination. Oui. Qui est unique aujourd'hui et qui dit jouissance. C'est la seule destination qu'on a inscrite dans notre tête potentiellement. Il y a tout autant de plaisir sans jouir qu'avec la jouissance. Vraiment. Il y a même beaucoup plus de plaisir. En vrai, on se sent beaucoup plus rempli émotionnellement, et on se sent beaucoup plus rempli de l'autre quand on n'est pas dans cette quête de jouissance. Alors que quand on y est, si on l'obtient, c'est cool, c'est un joli moment et ça fait plaisir et il n'y a pas de problème à le vivre. Mais si on ne le vit pas, ça ne nous manque pas. Alors tu vois, avec Rodolphe, on se posait aussi la question de le sentiment de jouissance féminin est différent du sentiment de jouissance masculin,
mais on a du mal à mettre des mots. Enfin, en tous les cas, Rodolphe avait du mal. Et moi, je n'ai pas exploré l'exercice. Je l'ai laissé tout seul réfléchir au sujet. Mais comme je vois, Ruben, dans tes yeux, que tu as peut-être des éléments de réponse et que c'est peut-être des sujets que tu as pu aborder, l'exploration que tu nous décris, comment tu décrirais la jouissance masculine, la jouissance féminine? Et quelle différence on ferait ou pas avec le mot que tu as posé, qui est le plaisir? Alors effectivement, c'est un sujet que j'ai beaucoup exploré. Ah, génial. Vraiment. Déjà parce que le corps est une poésie, une machine incroyable et il est d'une poésie folle. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes cellules dans l'embryon. Ah oui, donc tu as vraiment une culture scientifique en plus du sujet? Ah bah j'adore, oui. Okay. Ça, c'était aussi à 12 ans dans la bibliothèque ou c'est après? C'est vrai? Non, un peu plus tard. Un peu plus tard. Je t'embête. Un peu plus tard. Non, c'est venu parce qu'un jour, j'ai entendu 2 femmes qui parlaient et qui disaient mais t'es vaginale ou t'es clitoridienne? La fameuse question. Et je me suis dit c'est quoi ce truc? On dirait qu'il y a 2 options et il faut savoir dans quelle option on est. Bon. C'est comme cerveau gauche ou cerveau droit. C'est ça. Et donc je me suis intéressé au sujet et j'ai fini par découvrir qu'en fait c'est exactement le même organe. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'embryon, ce qui va devenir le clitoris ou ce qui va devenir le pénis est exactement constitué de cellules qui sont identiques. C'est des corps caverneux qui se remplissent de sang et qui gonflent. C'est juste qu'il y en a un qui est à l'extérieur et il y en a un qui est à l'intérieur. Ils ont à peu près le même volume et à peu près la même façon de fonctionner. La seule différence, c'est le nombre de terminaisons nerveuses, si j'en crois le spectacle de Noémie Delattre. Oui. Où le clitoris a beaucoup plus de terminaisons nerveuses. Tu valides? Oui, je valide. Tout à fait. Mais après, j'ai pas regardé la façon dont c'est réparti, parce qu'on parle souvent du clitoris sur la zone qui est externe, mais il est bien plus important dans la zone qui est interne. Il a été imprimé en 3D il y a quelques années et ça a donné une vidéo intéressante. Et donc, quand on s'intéresse au fonctionnement de ces 2 organes qui sont finalement en miroir, en symétrie, eh bien, le plaisir féminin et masculin de mon ressenti est finalement assez proche et il donne d'ailleurs lieu à une éjaculation des 2 sexes. Parce qu'on connaît beaucoup l'éjaculation masculine, mais la féminine, elle est tout aussi, on va dire, importante et courante quand le plaisir et le corps est bien connu. Il y a une libération de liquide au moment du plaisir, que ce soit chez l'homme et chez la femme. Ça marche pareil. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la façon d'aborder toutes ces images, toutes ces représentations, tous ces fantasmes, parce qu'en fait, on met les sexes loin l'un de l'autre, alors qu'en fait, ils sont extrêmement proches dans leur fonctionnement. Et même au niveau des émotions, on est finalement très très proches. Donc j'ai des fois du mal à... Alors, ce qui peut se dire, mais dis-nous si tu en as parlé avec certaines compagnes, certaines partenaires, c'est que l'homme a l'impression d'extérioriser et que c'est un plaisir qui, du coup, est, tu vois, tourné vers l'extérieur, quand les femmes seraient plus un plaisir et une onde de choc intérieure qui vient complètement remplir nos corps. Bon, je suis évidemment beaucoup plus à l'aise pour te parler de la deuxième option que de la première. Donc, toi, dis-moi un peu l'avancée de tes discussions là-dessus. Si on essayait de mettre des mots sur tu vois, la sensation. Ah, sur la sensation. Eh ben, j'ai envie de te dire, ça dépend de ce qui s'est passé avant. Oui. Parce que si t'es si t'es vraiment en contact avec ton corps, vraiment. Si t'es vraiment en contact avec tout ton corps, toutes tes émotions, toutes tes odeurs, tous les sons de l'autre, le moindre pore de ta peau. Exactement. Mon frère de cœur a fait un film qui s'appelle Le Chant du loup, et où il y a celui qui reconnaît les sous-marins à l'oreille, et il y a une scène où il fait l'amour avec sa chérie, et on entend qu'il entend, lui, qui a une ouïe particulière, qu'il entend son cœur, qu'il entend quand les peaux elles glissent l'une contre l'autre, et ça donne... Moi, ça m'a énormément touché cette scène-là, parce que je le vis comme ça, et quand tous tes 6 ou 7 sens sont complètement connectés déjà à toi et à l'autre, et que c'est réciproque dans les 2 sens, l'intensité du plaisir au moment de l'orgasme, elle est
elle est infinie en fait. Et il y a peut-être une forme différente, peut-être une géographie dans le corps qui est pas tout à fait la même, mais honnêtement, pour l'avoir analysé, découpé dans tous les sens, quand on est vraiment dans une alchimie, parce que c'est vraiment de ça dont on parle avec l'autre, je me suis souvent fait la réflexion que le plaisir était finalement très similaire. Donc toi, tu ressens aussi un plaisir qui est dans tout ton corps en même temps quand tu jouis ? Oui. Okay. Une autre idée potentiellement courante, ça va du partout, haut de la tête partout. jusqu'au... C'est pas juste focalisé là au milieu. Ah non, du tout. Non, tu te sens complètement cette sensation. Alors, une femme comme moi te dirait, je me sens, remplie. Ouais. Ça peut être aussi une sensation d'avoir été satellisée, mais avec tout mon corps qui est satellisé très très loin. Bien sûr. Et qui est dans une forme de plénitude absolue et volupté. Tu ressens, ça peut être des mots qui te vont pour toi. Totalement. Ok. Totalement. Mais à condition d'avoir pris le temps déjà de se connecter à soi-même, d'explorer son propre corps, de se connecter à l'autre, d'explorer le corps de l'autre, et d'être dans une danse qui met du temps à se mettre en route. C'est pas en 5 minutes que ça se passe. Bien sûr, il faut avoir le temps. Pas un date. Voilà. Non, mais si, ça peut être un date, mais un date qui prend son temps. Un moment de cette intensité-là, il va mettre plusieurs heures à se construire, en fait. Petit à petit. C'est vrai que c'est pas en lien avec l'accélération du temps de façon générale. Je fais des analogies, mais tu vois, le côté livré en 5 minutes, tu vois, cette dernière campagne de pub, je ne sortirai pas le nom de la marque, mais où en gros, sa dose de café en moins de 5 minutes, on est quand même dans cette société-là, tu vois, d'urgence pour tout. Je pense que ça nous aide pas dans l'invitation que tu es en train de nous décrire. Une autre idée courante, c'est de dire que la femme, elle est multi-orgasmique. Trop de chance. Alors vous, pas du tout. Ah bah si. Mais je te remercie de me le confirmer parce que j'ai rencontré peu d'hommes qui savaient pratiquer le multi-orgasmisme. Donc est-ce que tu peux nous en parler ? Bah oui, bien sûr. Donc c'est vrai. Bah oui. Donc les hommes peuvent avoir plusieurs orgasmes d'affilée. Sur le Bien sûr. Est-ce qu'il y a des techniques ou c'est juste parce que tu es connecté et que l'énergie de l'autre joue beaucoup. Donc si y a pas cette alchimie-là, ça va être compliqué. Donc même si tu as éjaculé une fois, ça peut être une deuxième fois, l'éjaculation a quand même tendance à terminer. Pas à terminer, mais à créer en fait une baisse d'énergie. Donc pour pouvoir avoir plusieurs orgasmes à la suite, il vaut mieux être capable de retenir l'éjaculation, pour pouvoir... Après, parce que j'ai vécu le multi-orgasmique par un homme, avec un homme qui jouait sur sa respiration. Oui, bien sûr. Alors, et donc, tu joues sur l'énergie. Donc il jouait sur la respiration, il coupait, et donc même le fait d'éjaculer, ça lui permettait encore de ressentir d'autres orgasmes après le premier. Oui. Tu confirmes ? Oui, je confirme. Bon, et pour la femme, c'est pareil. Ah oui, alors moi j'ai jamais testé le fait de gérer avec ma respiration, mais ça peut faire les mêmes effets. Mais on peut être multi-orgasmique sans, avoir parfois l'occasion. Mais sans jouer sur la respiration aussi en fait. Mais ce qui est marrant, c'est qu'une femme qui a un orgasme et une éjaculation, on parle souvent des femmes fontaines, mais toutes les femmes sont fontaines. Oui, alors ça, on est bien d'accord quand tu as dit ça tout à l'heure, effectivement, ça, on le dit à toutes et à tous. Moi, j'ai découvert très récemment. Mais donc, la femme fontaine, ce n'est pas un problème. Nous pouvons toutes potentiellement être femmes fontaines. C'est normal, c'est OK, en fait. C'est ça. C'est juste qu'on lâche pas forcément ça. Et ou puis, on le retient, ou on a l'impression que... Il faut surtout que le partenaire puisse l'inviter. L'inviter, ouais, c'est ça. Parce que tout seul, c'est quand même toute seule, c'est plutôt compliqué. Il vaut mieux avoir le partenaire qui sait faire ça. Alors, autre idée reçue, tu me dis, les hommes n'ont qu'une seule zone érogène, je ne la citerai pas, je pense que tout le monde a compris. Quand la femme a cette chance inouïe d'être multi-hétérogène, donc évidemment la poitrine, le moindre passage sur, là comme ça, le bras, et pourquoi ? C'est vrai ou pas ? Enfin, pour toi en tout cas. En ce qui me concerne, non. Chaque petit millimètre carré de ma peau... ça peut faire des frissons. Bien sûr. Et alors, ces hommes qui te disent « non, il n'y a que là que ça me fait quelque chose », c'est triste. Et alors, est-ce qu'on peut
qu'est-ce qu'on peut faire en tant que femme ou pour eux, qu'est-ce qui pourrait les débloquer? Tu vois, quand tu parles je reviens à tes amis hommes avec lesquels peut-être tu as des conversations sur le sujet, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont partagé le fait qu'ils avaient réussi réussir, j'aime pas ce mot, certains de tes amis qui t'ont partagé le fait qu'ils avaient exploré d'autres voies? Alors, j'en parle pas beaucoup. D'accord. Déjà, parce que je sais pas par pudeur, parce que c'est un sujet où j'ai pas de tabou sur ce sujet-là. J'en parle assez peu parce que dans mon quotidien, je parle souvent d'autres choses, de projets, de choses qui me passionnent, etc. J'en parle souvent quand je suis j'ai appris dans ma famille, ils ont fait pas mal de travaux de recherche sur tout ce qui était réflexologie plantaire notamment. Donc je suis tombé dedans quand j'étais petit et j'ai beaucoup exploré le corps grâce à ça. Ah oui, ça c'est une information qu'on n'avait pas, mais ça fait partie de ton parcours de vie, ça aussi. Oui. Du coup. Okay. Et d'ailleurs, si on a envie de découvrir beaucoup plus d'intensité dans le rapport au corps avec l'autre, il faut commencer par se masser en fait, pour découvrir le corps sans avoir cette pression de la relation sexuelle et quelque part de l'objectif qu'une relation sexuelle elle coche toutes les cases. Ça il faut casser. Aussi. C'est oui, fini, parce que ça. faut pas non plus. Ça marche pas en vrai. Ça marche pas. Donc déjà il faut les massages, c'est vrai. Il faut se toucher, il faut se respirer, il faut que l'odeur de l'autre, déjà quand on enlève les parfums, quand on enlève les déos, quand on enlève tout ce qui masque l'odeur du corps naturel et qu'on retrouve notre propre odeur et l'odeur de l'autre, déjà il se passe des choses. Parce que l'odeur, comment je me sens, c'est comment je te sens. Mais si je peux pas sentir ton odeur parce que c'est pas la tienne, c'est compliqué. Et c'est quand même les phéromones qui déclenchent des émotions, de l'imaginaire, du désir, de l'attirance, etc. Donc déjà, pour vivre cette intensité-là, il faut se connecter à l'autre sans objectif, juste pour se connecter à l'autre, découvrir son corps, passer une demi-heure, 1 heure à faire le tour de chaque centimètre carré de peau, à découvrir les muscles, qu'est-ce qu'il y a en dessous, comment les os bougent entre eux, la peau, comment est-ce qu'elle est élastique à certains endroits, moins à d'autres, est-ce qu'elle est plus chaude à certains endroits, moins à d'autres, comment les tissus réagissent quand on les touche, quand on les pétrit. C'est tout ça en fait qui permet de bien comprendre le fonctionnement du corps de l'autre. Mais c'est marrant parce que excuse-moi, je t'interromps, mais j'entends beaucoup l'intériorité, aller chercher l'intériorité de l'autre. Oui. Mais le paradoxe actuel et de la société depuis des années, c'est d'être dans l'apparence physique. Tu vois, quand tu me parles, tu vois, parce que là, je pars avec toi dans l'imagination que tu nous proposes, et en même temps, tout de suite, moi, je vois, mon cerveau m'a envoyé des vergetures. Tu vois, je suis là, mais non. C'est pas ça qu'il est en train de te dire, là, monsieur. Donc, tu vois, comme on est, je trouve, un peu formaté, malheureusement, sur plus l'apparence, qui fait qu'on s'arrête juste à l'apparence, alors qu'en fait, ce que tu dis, c'est que c'est la couche plus profonde. Oui. Oui, parce qu'en fait, l'apparence, c'est quand tu as une relation avec un objet. On est bien d'accord. Mais pas avec quelqu'un. C'est deux choses différentes. Et puis, les vergetures, une fois que tu t'es connecté à l'autre et que tu as vécu des émotions de dingue avec l'autre, les vergetures, tu les vois plus, en vrai. Oui. Elles disparaissent. Donc, en tous les cas, je prends l'idée des massages comme découverte de soi et comme découverte de l'autre, et comme moment finalement à partager. C'est marrant parce que c'est ce que j'ai offert à Rodolphe à la fin, des cartes de massage pour la découverte. Et on peut même le faire habiller. Tu peux le faire. Tu peux commencer par masser l'autre habillé, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, moi quand je masse, je ferme les yeux par exemple. Je suis pas du tout dans le regard. Je suis dans l'odeur. Je suis dans le contact, évidemment. Je suis dans le son aussi. Parce que tu entends la respiration de l'autre, tu entends t'entends son cœur battre, tu entends plein de choses. Donc, tu as au moins déjà 3 sens que tu peux explorer tout en étant habillé pour te connecter à l'autre. Déjà, quand tu fais ça, tu te connectes vraiment à l'émotion de l'autre sans être dans un rapport au corps où justement la vue va venir perturber.
va venir allumer des fantasmes, se dire est-ce que je lui plais ? Ah oui, mais moi je me sens pas bien parce que cette partie de mon corps elle me plaît pas. Oui. Et il va la voir et alors qu'est-ce qu'il va penser ? Et alors là, ça y est, on a perdu le fil. L'émotion, elle s'est cassée la gueule, la mayonnaise, elle est foutue. C'est clair. Faut recommencer. T'as pensé qu'avec la tête. C'est ça. Alors que quand t'es habillé, que tu fermes les yeux et que tu touches, que tu sens et que tu écoutes, déjà, là, il y a beaucoup moins de risques d'avoir des problèmes. Le cliché qui t'énerve le plus, que ce soit sur les hommes ou sur les femmes, c'est lequel ? Moi, ce qui me fait de la peine, c'est quand je vois les gens qui sont pas libres, donc quand ils sont enfermés dans ce qui n'est pas eux. C'est ça qui me fait de la peine. À quoi tu le vois ? Parce que ça se ressent. Ils sont empruntés, ils sont enfermés intérieurement. Un jour, j'ai vécu comme ça un moment complètement bizarre. J'avais organisé un gros salon à Porte de Versailles avec toute une équipe et c'était il y a longtemps, il y a plus de 15 ans. Et à la fin de la soirée, on avait super bien parlé avec la femme qui organisait le salon, qui était vraiment en direction qui pilotait tout le salon. Et on avait passé comme ça toute une soirée au parc des expos à regarder la lune et à parler. C'était un moment un peu en dehors du temps après une journée. Tu sais, les salons, t'es éclaté, t'as mal partout. Voilà. Et puis elle m'avait proposé de dormir chez elle parce qu'elle était pas très loin et il fallait que je traverse tout Paris. On se couche. Moi, je me mets dans un coin de mon lit. Je sentais bien qu'il y avait un peu d'attirance, mais voilà, j'étais épuisé, donc j'avais pas forcément envie de quoi que ce soit à ce moment-là. Et donc elle commence à se rapprocher de moi. On se rapproche un peu, et d'un coup, elle se met à crier, comme si elle avait un orgasme. Et donc moi, ça m'a complètement désarçonné, parce que je savais qu'elle ne pouvait pas jouir vu ce qu'on faisait, c'était pas possible. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Et j'ai cru qu'elle allait pas bien. Enfin, j'ai eu un doute, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Et donc je me suis mis en retrait, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Elle m'a dit, je pensais que ça te faisait plaisir. Et je dis, non, moi ce qui me fait plaisir, c'est quand tu es toi et que si à un moment donné tu te sens bien et que tu exprimes vocalement ton bien-être, mais là tu me fais une scène de film, c'est complètement déconnecté de ce qu'on est en train de ressentir toi et moi. Et donc elle dit ah oui c'est vrai, et puis du coup hop elle s'est endormie en mode et je garde cette scène là en moi parce que ça m'est arrivé 2-3 fois dans ma vie comme ça d'avoir des femmes en face de moi qui répètent un numéro. Et moi, je suis à chaque fois hyper surpris en disant mais qu'est-ce qui lui arrive ? Pourquoi elle fait ça ? Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui pensent qu'en faisant ça, ils vont vivre un truc qui, d'un point de vue du manuel de la société, correspond à une performance sexuelle, alors qu'en fait, ça correspond à aucune émotion qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et donc, pour répondre à ta question, moi, c'est ça qui m'énerve, en fait, c'est de voir des gens qui s'enferment dans des rôles et qui, finalement, se déconnectent d'eux-mêmes et se retrouvent dans des situations où ils sont à côté d'eux-mêmes, quoi. Ok. C'est ça qui te fait... Oui, t'as pas dit qui t'énerve, d'ailleurs. Ça te fait plus de peine que t'énerver. Enfin, t'as quand même envie d'essayer de les sensibiliser à ça, quoi. J'ai envie de les prendre par la main et de leur dire viens, tu vas voir, si t'enlèves tout ça, ça va être vachement plus cool. Et puis, ça va se passer, ça va bien se passer. Voilà. Aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose en tant qu'homme aujourd'hui dont tu te sens empêché ? Non. Non, je fais peut-être un petit peu plus attention à... Je fais attention aux malentendus. Parce que quand t'as jamais été dans des cadres, comme j'ai jamais vraiment été dans des cadres soit à l'école, soit dans ma vie professionnelle, je suis devenu entrepreneur très rapidement. Finalement, moi, les cadres, je les crée en fonction des situations. Je mets pas un cadre parce qu'il faut mettre un cadre. Je mets un cadre parce qu'il y a besoin, à un moment donné, d'organiser les choses pour que ça fonctionne. Donc pour moi, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la nature, le cadre, il n'est pas autour.
il est à l'intérieur. Le cadre du corps, c'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, on la sent pas. Elle est par définition... Mais c'est ce qui nous cadre. Mais c'est ce qui nous tient. C'est ce qui nous tient. C'est notre cadre. Et il y a plein de choses comme ça dans la nature où en fait on se rend compte que les mots qu'on utilise dans notre vocabulaire quotidien, ils sont pas alignés avec ce qu'on est. Voilà. Donc pour répondre à ta question, je me sens empêché, non, mais je suis vigilant parce que n'ayant pas connu les codes classiques de la plupart des gens, je me rends compte que mon comportement parfois est pas interprété correctement. Donc je suis vigilant, notamment parce que j'ai une entreprise qui accueille une communauté, qui l'accompagne, qui la fait grandir, etc. Et donc je fais toujours attention à ce que, par exemple, naturellement, je suis extrêmement tactile. Naturellement, je touche les gens, je rentre très très facilement en contact. En plus, mes mains, elles ont l'habitude de lire à 3-4 cm en dessous de la peau parce que je sens les os, les muscles, les tensions. J'ai l'habitude, j'ai 10 yeux au bout des doigts. Et donc, quand je touche quelqu'un, même quand juste pour faire la bise, je sens la texture des vêtements, combien il y a de couches de vêtements, c'est quoi les types de... Est-ce que c'est de la dentelle, est-ce que c'est du coton, enfin, tu vois, j'ai l'habitude de sentir tout ça. Et donc, très très rapidement, je rentre sans être intrusif, mais je rentre très vite en contact. Et ça m'a joué beaucoup de tours. Oui, de malinterprétation. Déjà. Et puis, ça peut aussi créer une intimité qui n'est pas forcément souhaitée ou souhaitable. Et donc, voilà. Il y a des personnes qui ne supportent pas d'être touchées comme ça. Aussi. Ouais. Donc voilà, tu vois, je suis plus dans cette attention au malentendu, parce que en plus aujourd'hui il y a beaucoup de sensibilité autour de ça, et c'est bien parce que je pense que pendant des années il n'y en a pas eu. Des hommes ne se posaient pas de questions et les femmes subissaient ou n'exprimaient pas leur non-consentement ou leur non-volonté. Et donc, dans ces moments où les cartes sont un peu floues, je fais attention parce que moi, je sais que ce cadre-là, il n'est pas forcément hyper similaire aux autres. Donc, je fais attention à ça. Est-ce que tu te sens en conquête en ce moment? Et si oui, conquête? Ouais, à la conquête de quelque chose. Est-ce que tu te sens à la conquête? Alors, je vais le redire. Est-ce que tu te sens conquérant? Conquérant, je crois que je le suis depuis toujours, dans le sens que j'ai toujours cette soif, cette curiosité de découvrir tout et n'importe quoi. Ça me fait penser, tu vois, le matin, je me levais quand j'avais 7-8 ans, je partais la nuit vers 5-6 heures, je faisais le mur et j'allais me balader dans la campagne. Il y avait une petite rivière et je m'allongeais dans l'herbe et je regardais la nature se réveiller, tu vois. Je faisais des trucs comme ça étant gamin. Et le fait de regarder la nature, le fait de comprendre les sciences, de m'intéresser à l'histoire, à l'histoire des croyances, aux technologies, à tout ça, ça a fait que je me suis pris de passion pour énormément de sujets. Et ça a fini avec le temps, des années plus tard, à créer un vrai projet de vie que j'ai construit depuis maintenant une quinzaine d'années, qui est globalement d'accompagner des gens dans leur développement de projet, de vie. Et si je devais répondre à ta question de manière plus simple, je me sens arrivé depuis quelques mois en pleine possession de tout ce que j'ai pu construire par petites briques depuis 20 ans et à toutes les faire jouer ensemble dans une mélodie qui permet à l'ensemble de mes projets de passer un cap important. Donc tu sais, c'est comme le petit oiseau qui s'est construit ses petites plumes au fur et à mesure du temps, et puis là, ça, il a volé, il sait qu'il plane, qu'il peut prendre un gros coup de vent, et puis il sait qu'il va traverser l'Atlantique et que ça va être super. Je me sens un peu dans cette phase-là.
Mais même à t'écouter, quand je t'ai parlé de conquête, j'avais l'impression que tu parlais plus d'une quête dans la soif d'apprentissage. Est-ce que j'ai juste ou pas ? Et sinon, toi, quelle est la définition, la différence que tu mets entre conquête et quête ? Quel est le mot qui résonne le plus ? Ou si c'est pas l'un de ces deux mots, un autre ? Ce qui me dérange dans la conquête, c'est la notion d'asservissement. C'est-à-dire, je prends possession d'un territoire quand je conquiers. Je suis pas à l'aise avec ça, parce que j'aime le voyage. Donc j'aime découvrir les cultures, j'ai pas envie de remplacer la culture par la mienne. J'ai envie au contraire de me nourrir de celle que je découvre et éventuellement de la connecter avec d'autres. Donc la quête, pour moi, elle est beaucoup plus alignée avec ce que je suis et avec ce que je fais avec ma communauté, parce que c'est un chemin qui est perpétuel, en fait. Il n'y a pas d'objectif. Une conquête, quand tu as fait le tour de l'île ou du continent que tu as voulu conquérir, bah, tu es arrivé au bout. Faut en refaire une autre derrière. Une quête, c'est une façon de voyager, en fait. On passe à l'univers des contes. Le voyage a dû m'emmener dans le conte. Tous ces contes qui se terminent par la fameuse phrase... Je sais pas comment tu fais pour trouver autant de questions intelligentes. par la fameuse phrase « Ils vécurent heureux, et eurent beaucoup d'enfants ». Ouais. Si tu devais juste réécrire la fin d'un conte, tu souhaiterais qu'il se termine par quelle autre phrase ? Si tu souhaites changer cette phrase que je viens de te dire. Ils vécurent heureux en étant eux-mêmes et en continuant de grandir. Ils dansèrent. Je pensais que tu allais me dire ça. J'aimais bien l'image de ta danse. Ouais, et ils dansèrent. Et on va changer un petit peu les postures. Si c'est toi qui m'interviewais, tu me poserais une question, ce serait laquelle ? La question que j'ai envie de te poser, j'y réfléchissais tout à l'heure. Ah oui, parce qu'il a écouté l'épisode 5, donc il sait que je pose cette question. Je me suis demandé comment tu allais accompagner ou accueillir toutes les transformations ou les métamorphoses que tu inspires dans ton podcast. Parce que tu vas avoir une avalanche de questions derrière ça. Il y a énormément de portes en fait que tu ouvres. Comment tu vas gérer les courants d'air ? Alors déjà... rien que le fait de visualiser l'exercice, il me plaît. Parce que je crois que dans ma vie, j'ai passé mon temps à avoir tout plein d'informations, tout plein de dossiers. Et moi, j'adore ranger les informations et les connaissances. Hein, parce que chez moi, ça, c'est une autre affaire. Mais en tous les cas, les connaissances, oui. J'ai une conviction profonde que je me suis découverte là, dans mes quelques années d'entrepreneuriat avec mon métier de conférencière. C'est que pour moi, la richesse ne peut aujourd'hui plus provenir que de la transdisciplinarité. Oui, je suis d'accord. Donc je sais d'emblée que la valeur, si je dois créer de la valeur, et j'espère bien en créer à travers tout ça, elle viendra forcément de ce foisonnement d'angles de vue différents. Oui. Comme depuis 2 ans, je m'intéresse au sujet, je regarde beaucoup ce qui se passe, c'est bien ça que j'ai vu. J'ai vu à chaque fois un seul angle de vue, le principal étant, on va pas se mentir, l'antipatriarcat, qui est un angle de vue structurant, je suis d'accord, mais qui pour autant ne vient pas résoudre, je trouve, ne te donne... Enfin, je trouve que on gagnerait à avoir plus d'indications, d'inspiration, par justement ce florilège de témoignages qui finalement illustre chaque micro-écosystème dans lequel chacune d'entre nous a évolué. Et que déjà, si, à travers mes podcasts, mon podcast, mes émissions, ça peut renvoyer chacun à une image de son micro-écosystème dans lequel il évolue, et qu'il ait des éléments pour identifier cela, pour moi, j'aurais déjà apporté un petit bout du chemin qu'on a toutes et tous à faire. Je sais pas si... Si, ça répond à ma question. Et ce que je trouve très juste dans ce que tu viens de dire, et c'est d'ailleurs un point qui me guide tout le temps dans ce que je construis et dans la façon dont j'observe et j'essaye d'apprendre les choses, c'est que à partir du moment où tu crées des verticales qui sont isolées les unes les autres, tu peux pas en fait comprendre quelque chose. Et donc pour pouvoir
comprendre, corriger éventuellement, grandir et en fait avoir une vision qui est la plus proche de la réalité ou de la vérité, tu dois aborder les choses sous plein d'angles différents. Chimiques, hormonaux, émotionnels, psychologiques, culturels. Et en fait, quand tu regardes tout ce qui se passe dans une situation sous le prisme de ces différentes facettes-là, eh ben, tu as plus de chances de comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, ou en tout cas de permettre à des gens d'être un peu plus eux-mêmes. Oui, et d'aller effectivement tirer ces fils de pelote de laine qui viennent de microsystèmes existants que tu as cités. Et il y en aura sûrement encore d'autres qu'on va identifier au fur et à mesure. Et de pouvoir se dire comment... parce qu'il ne s'agit pas non plus de tirer le fil d'un coup, tu vois. Il ne va pas arriver tout de suite, tu vois. Ça fait mal. Alors, ça fait mal. 2, le seul qui serait capable de le faire, si je reprends mon exemple préféré, qui est le congé paternité, qu'il faudrait absolument qu'il soit égal. Sauf que je sais très bien que tout changement ne se fait pas du jour au lendemain, comme dans toute vie humaine. Hein, on ne peut pas passer de 11 jours obligatoires à... 2 mois. Ouais. Donc voilà, c'est le fait de prendre conscience de ces multiples fils de pelote de laine que l'on peut essayer d'actionner, soit en soi et ou vis-à-vis de l'autre, et que ça crée du dialogue. Voilà. Je vois très bien. Très très beau projet. Alors normalement, je termine chaque interview avec un cadeau, mais là j'en ai pas parce que j'ai complètement oublié. C'était une journée où il y avait des événements à la fois perso, pro-business et podcast, et du coup j'étais perturbée. Donc je vais t'inviter à prendre un verre si tu le veux bien. T'es un amour. Non, le cadeau, c'était ce moment-là. Merci beaucoup Ruben. Ruben. Caroline. À bientôt. À bientôt.